Merci. J'ai entendu des « on va gagner ». En 2017, c'était seulement 10 jours avant le premier tour. Vous avez de l'avance, on est en avance. Et oui, on va gagner cette élection parce que la dynamique qui est là, celle que vous incarnez ce soir, celle qui a été rendue possible hier par le fait qu'enfin, nous avons obtenu 540 promesses, 540 parrainages pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette dynamique-là peut changer l'histoire de France. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et je veux moi aussi remercier les maires, les élus qui ont parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon, quelles que soient leurs opinions, qu'ils soutiennent ou pas notre programme, et en particulier le maire de Trignac, ça a été dit, mais puisque nous sommes ici, merci à lui. Nous sommes à Saint-Nazaire, ville où a grandi Aristide Briand, qui a consacré une partie de sa vie à la paix. Nous sommes à Saint-Nazaire, dernier territoire européen libéré de la Deuxième Guerre mondiale, le 11 mai 1945, 3 jours après la capitulation allemande. Et de Saint-Nazaire, nos premières paroles seront forcément des paroles pour la paix en Ukraine, pour le respect du droit international, pour le cessez-le-feu, pour l'évacuation des troupes russes qui n'ont rien à faire dans ce pays. Oui, vous pouvez applaudir le peuple ukrainien qui, à cette heure, sous les bombardements, parfois dans l'exil, fait preuve de sang-froid, de courage et mérite notre soutien. Et je vous appelle, moi aussi, à participer demain à 11 h au rassemblement qui est organisé à Saint-Nazaire et demain après-midi à Nantes, si certains souhaitent s'y joindre. Il est important, applaudissons-les. Applaudissons aussi les citoyens russes qui, hier, bravant les menaces et la répression, ont manifesté contre la guerre. Parce que dans cette histoire, et comme toujours dans la guerre, ce n'est pas des peuples qui s'opposent, ce sont des intérêts. Et nous ne confondons pas les deux. Nous ne confondons pas le peuple russe avec les intérêts que prétend défendre celui qui est à la tête de la Russie aujourd'hui. Comme jamais nous n'avons confondu les intérêts de quelques-uns qui font les guerres contre les intérêts du peuple et des peuples en général. Oui, nous sommes contre cette guerre et nous la condamnons fermement. Il faut aujourd'hui des initiatives diplomatiques pour rétablir la paix. Rien ne serait pire qu'une nouvelle escalade. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Et peut-être hier soir avez-vous regardé cette émission sur France 2 où déjà vous aviez le va-t-en-guerre général habituel, Bernard-Henri Lévy, qui après la Libye, après l'Irak, après l'Afghanistan, voulait déjà encore et encore et encore la guerre. Non, on ne répond pas à la guerre par la guerre, on répond à la guerre par la paix. Et la paix, on la construit. La paix, on la construit par la diplomatie, c'est-à-dire par l'organisation d'un rapport de force qui peut être économique, qui peut être d'autres formes agricoles, alimentaires, mais qui toujours doit viser à faire plier les dirigeants avant de punir les peuples qui ne sont pas responsables. Je le dis ici, à Saint-Nazaire, après ce que j'ai dit. Je le dis aussi en sachant que certains voudraient utiliser cette situation de guerre contre nous, en calomniant, en insultant ceux qui, comme nous, comme Jean-Luc Mélenchon, défendons la paix depuis toujours. Comme il y a plus d'un siècle, ils insultaient et ils calomniaient Jaurès parce qu'il refusait la guerre avec l'Allemagne, il était censé être un agent de l'Allemagne. Non, il était un agent de la paix, il était un agent de l'humanité. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, et je suis fier de mon camarade Jean-Luc Mélenchon et de sa constance dans cette bataille.
Voilà les enjeux qui sont devant nous. La paix, une pandémie permanente, le changement climatique, une maltraitance sociale qui défigure le pays, le disloque, jusqu'à cette honte dans nos EHPAD où tout devient une marchandise, où il faudrait faire du fric avec n'importe quoi. Voilà les enjeux qui sont devant nous dans cette élection. Ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas divertir par d'autres questions. C'est déjà beaucoup à régler par un bulletin de vote. Pour le faire, il faut une vision du monde construite. C'est celle que nous portons, celle de l'humanisme, celle de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Il faut un programme complet et permettez-moi de saluer en particulier le travail remarquable qui a été fait par Clémence Guettet et par tous les camarades. Travail remarquable que l'avenir en commun. Ces 694 mesures, ces 40 livrets, dont le livret maire, que j'ai le privilège d'avoir co-rédigé avec d'autres camarades, et qui peut-être ici à Saint-Nazaire trouvera un intérêt particulier, il y en a quelques exemplaires, et qui, par ce programme, font la démonstration que nous pouvons concrètement changer les choses pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, de rétablissement de la paix, d'une société démocratique et d'une économie et d'un système social humain. Voilà les objectifs qui sont les nôtres. Il faut un programme. Il faut une vision. Je vous ai parlé de la mer il y a un instant. Comment imaginer qu'une question aussi importante que celle de cette immensité où la biodiversité est menacée, où il y a à la fois tant de possibilités, mais aussi tant de risques, tant de dangers. Si nous agisons en mer comme nous agissons au sol, si nous reproduisons en mer les folies du productivisme comme elles sont à terre, alors nous aurons tout détruit, tout saccagé, tout aggravé. Alors qu'à l'inverse, nous pouvons, en protégeant 30% du territoire maritime français, en permettant que là où les Français sont présents, ce soient des lieux de coopération et non de prédation. Nous pouvons faire une université francophone pour que tous les peuples francophones puissent accéder au métier de la mer, à se former, à se qualifier pour que demain, ils puissent à la fois prendre soin de la mer et en même temps en tirer les ressources dont ils ont besoin pour vivre, notamment pour se nourrir et pour boire, puisque la question de l'eau sera aussi une question centrale et qu'il faudra pouvoir y recourir. Je parle de la mer. Bon exemple. Nous sommes à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire aura été un laboratoire des dégâts du macronisme pendant 5 ans. Ici, un peu partout ailleurs aussi, mais tous les problèmes que vous rencontrez à Saint-Nazaire et dans le bassin, sur l'estuaire et au-delà, sont des problèmes nationaux que vous pouvez régler avec l'élection. Ne croyez pas qu'il y a d'un côté les problèmes du quotidien et de l'autre l'élection. C'est la même chose. Vous avez vu, en parlant de la mer, la question de l'avenir des chantiers navals. Souvenez-vous, on va nous dire, regardez maintenant, c'est l'État qui possède 84% du capital. Mais pourquoi ? Parce que depuis 2014, des gens comme Jean-Luc Mélenchon le demandaient et que Emmanuel Macron a dû s'y résoudre. Et souvenez-vous, comme il y a encore pas si longtemps, il essayait de les revendre et de privatiser. Il a renoncé. La conjoncture n'était pas bonne. Et puis maintenant, il y a des élections. Mais soyez sûr que dès que l'élection sera passée, il y reviendra. Et qu'on viendra vous vendre la privatisation, la fusion ou je ne sais quoi au nom d'un Airbus européen de la construction navale et autres fadaises. Non, nous défendrons la propriété publique et nationale des chantiers de l'Atlantique parce que c'est une industrie stratégique pour le pays. Et au passage, nous interdirons le recours au travail détaché, qui est une honte, pas pour les travailleurs, les malheureux, mais pour le détachement. Nous ne sommes pas d'accord pour que des personnes viennent travailler en France à des conditions sociales qui ne sont pas celles du droit social français et de la sécurité sociale française. Je veux saluer le travail des camarades syndicalistes des chantiers qui ont publié des tracts en plusieurs langues pour permettre aux salariés qui ne parlent pas français de connaître leurs droits, d'être informés. Mais ce système d'exploitation doit être interdit en France et nous le ferons.
Et nous le ferons seuls s'il le faut, même si l'Union européenne ne le veut pas. Ça s'appelle la désobéissance. Nous refusons qu'un fleuron industriel comme celui-là soit le lieu d'un tel dumping, d'une telle exploitation. Et j'en profite aussi pour dire à ceux qui nous écoutent et peut-être autour de vous, à ceux qui pourraient hésiter, ne vous laissez pas diviser selon la nationalité, la langue, la couleur de peau, la religion. Car si vous vous battez entre vous, pendant ce temps, au-dessus, ils s'engraissent. C'est leur rêve. Diviser les petits pour mieux régner. C'est vieux comme le monde. Nous, nous défendons la Sécu pour tout le monde. Pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, du moment que c'est en France qu'ils travaillent. Nous défendons le droit du travail pour tout le monde et le même. Et au passage, nous abrogerons les ordonnances Macron qui veulent faire varier le droit du travail d'une entreprise à l'autre parce que c'est la même logique de dumping à domicile qu'ils veulent appliquer. Non, nous ne sommes pas d'accord pour que l'industrie maritime soit pillée, gaspillée, utilisée contre l'idée même que nous nous faisons du pays. De même que nous n'étions pas d'accord pour que les éoliennes d'Alstom soient bradées, vendues à General Electric, et que maintenant vous avez vu Macron qui vient vous dire qu'il va racheter les turbines qu'au passage il avait sabordées, il va les racheter plus cher qu'il les avait vendues, il y en a qui font des affaires, mais par contre, il n'a pas parlé de la branche de l'éolien offshore. Eh bien nous, dans notre programme, figure la renationalisation de cette entreprise. Pas parce que nous aurions une méfiance particulière, nous sommes très fiers du travail qui est fait là, notamment par les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens, mais parce que la capacité à produire et à fournir les sources d'énergie renouvelables dont nous avons besoin pour la transition énergétique sont un intérêt général du pays et que nous ne sommes pas d'accord pour que les brevets soient soumis et appartiennent à une entreprise qui, du jour au lendemain, peut décider d'en faire ce qu'elle veut. C'est une industrie de souveraineté que l'énergie renouvelable, et donc, en l'espèce, nous renationaliserons cette entreprise. Voilà ce que je voulais dire sur l'industrie maritime, et plus globalement, sur l'objectif que nous nous donnons. Si nous voulons aller vers 100% d'énergie renouvelable, si nous voulons engager le pays dans cette voie où on peut vivre mieux en polluant moins, alors il nous faut planifier ce changement. Et quand vous discutez avec les acteurs des énergies marines renouvelables, de l'éolien offshore, etc., ils vous disent tous la même chose. Planifier. J'étais encore, il y a 15 jours, dans un séminaire, et ils étaient tous là, oui, il faut planifier, planifier dans l'espace, planifier dans le temps, etc. Je me disais qu'on a gagné. On a gagné au moins cette bataille du mot. Maintenant, si vous voulez aller du mot à la chose, il faudra voter pour Mélenchon. C'est comme ça. Bref. Nous sommes ici dans un laboratoire du macronisme et toutes les questions que vous avez à affronter peuvent se régler dans l'élection. Je me souviens des camarades devant l'usine CEPOL, où nous étions l'année dernière avec Alexis Corbière. Je me souviens des camarades de MAN. Je me souviens de tant et tant d'entreprises de lutte ici. Actuellement, la laiterie à Cambon. À chaque fois, qu'est-ce qui est en cause ? La capacité des salariés à agir et à diriger un certain nombre de décisions dans l'entreprise. Si vous laissez tous les pouvoirs aux actionnaires, alors ils vous utiliseront comme des pions, ils pressurisent tant qu'ils peuvent et dès que c'est possible, ils ferment et ils vont chercher ailleurs. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si nous ne voulons pas que ce genre de situation se reproduise, il faut que les salariés aient des droits nouveaux dans les entreprises. Et c'est à l'ordre du jour de la 6e République que nous portons aussi, qui ne s'arrêtera pas seulement à la question des institutions politiques, mais qui doit entrer aussi dans la question sociale. Oui, les salariés doivent avoir un droit de veto sur les grandes décisions pour imposer l'examen de solutions alternatives. Oui, ils doivent avoir un droit de reprise sur les entreprises et de préemption lorsque l'actionnaire veut fermer et refuse qu'un repreneur prenne l'entreprise. Oui, voilà des droits nouveaux pour que les travailleurs, les salariés eux-mêmes soient maîtres de leur destin et pas seulement des instruments entre les mains de quelques-uns qui voudraient décider du sort des autres, tout ça pour faire plus de fric. Voilà de quoi nous sommes ici, les porte-paroles, les héritiers. Je me faisais la remarque avant de commencer que j'étais le plus vieux des 3 orateurs.
Bon, il va falloir que je m'y fasse. Mais quel que soit notre âge, et d'autres ici dans la salle seront d'accord avec moi, nous sommes tous les héritiers, les continuateurs d'un état d'esprit, d'un idéal, celui de la justice sociale, celui de la République sociale et celui de l'écologie politique. Et c'est ça que nous faisons avec le bulletin Jean-Luc Mélenchon. C'est cette parole-là que nous portons dans l'histoire. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres enjeux locaux, de la santé, de la grève aux urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire qui n'a pas commencé avec le Covid. Souvenez-vous, en 2019, ils étaient déjà là, ils étaient déjà en grève. Parce qu'avec Bachelot, avec Touraine, avec Buzyn, ils ont saccagé l'hôpital. Et ce n'est pas parce que c'est l'hôpital de Saint-Nazaire que c'est un problème de Saint-Nazaire. C'est un problème de budget à Paris, c'est un problème de loi à Paris. Voilà les questions. Sur les EHPAD, c'est pareil. On peut faire des phrases sur le grand âge. Je crois que dans la région, il y en a quelques-unes qui savent faire. N'empêche que depuis 2018, il y a un rapport de la députée insoumise Caroline Fiat qui dit comment on peut mettre fin à la maltraitance sociale, combien de personnel il faut embaucher, pourquoi il faut interdire qu'on puisse faire de l'activité lucrative sur les EHPAD. Et que pendant ce temps, la loi grand âge de Macron, on l'attend toujours. Vous me direz, vu ce qu'il prévoyait de mettre dedans, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne l'ait pas faite. Mais en attendant, nous, on en fera une autre. Voilà les questions qui sont là, qui sont des questions profondément nationales, profondément politiques. Et c'est l'honneur d'une élection que de traiter ces questions, que de les mettre en cohérence. Voilà pourquoi, avec l'élection, nous pouvons régler ces problèmes, en tout cas mettre de nouvelles décisions à l'ordre du jour et commencer à les régler. Mais encore faut-il gagner. Si nous voulons tout changer, si nous voulons mettre le peuple au cœur, il faut avoir comme ambition dans cette élection la victoire. Et pas commencer à se demander si l'enjeu de la présidentielle, c'est de se compter pour savoir si un tel ou un tel fera un peu plus ou un peu moins que 5%. Ou pas enjamber en se disant « Oh, le présidentiel, moi, je ne sais pas trop, on verra les législatives, on pourrait se mettre d'accord ». Non, il faut accepter l'obstacle qui est devant nous. L'élection qui est devant nous, c'est l'élection présidentielle. Et si nous laissons faire, si nous nous détournons de cet objectif, alors on aura l'air malin quand on viendra préparer les manifs de 2023 contre la retraite à 65 ans. Parce que si Mélenchon n'est pas au deuxième tour, vous aurez la retraite à 65 ans, soit avec Macron, soit avec Pécresse, soit avec Le Pen, soit avec Zemmour. Vous l'aurez de toute façon. Si vous la voulez à 60 ans, il faudra que Mélenchon soit au deuxième tour, et bien sûr qu'il gagne après. Je le dis, être au deuxième tour, pour nous-mêmes et pour ce que nous portons, mais aussi pour que l'extrême droite n'y soit pas. Ici, à Saint-Nazaire, l'année dernière, il y avait une élection cantonale. Peut-être que tout le monde ne s'y est pas intéressé. Nous avons un binôme de la France insoumise qui était candidat, qui a fini 3e, à qui il a manqué 30 voix pour être au deuxième tour. Et puisqu'il n'y était pas, qui y était à leur place? L'extrême droite, le Front National. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le pays? Une nouvelle fois l'extrême droite au deuxième tour? Ou est-ce que nous voulons au contraire la parole de la gauche authentique, de celle qui n'a pas trahi, la parole de celle qui défend le peuple, la parole de Jean-Luc Mélenchon et c'est-à-dire la nôtre? C'est ça aussi l'enjeu. Il ne s'agit pas de regarder ses chaussures. Il s'agit de se dire voilà quels sont les objectifs politiques qu'on veut atteindre et voilà comment on se donne les moyens de les atteindre. Alors généralement, quand on a dit tout ça, les gens applaudissent, puis ils nous disent « Ouais, mais quand même, Jean-Luc, il a mauvais caractère. » Bon, alors comme j'ai travaillé 6 ans avec lui, je peux répondre. Déjà, je crois que si c'était qu'une histoire de caractère, on aurait gardé François Hollande, non? Enfin, je veux dire, pour les blagues et tout. Non, même pas les blagues, vous aimez pas. Le problème qu'on avait avec Hollande, c'est pas le caractère, c'est la politique. Le problème qu'on a avec Macron, c'est les deux. Parce qu'il est à la fois une politique épouvantablement injuste et en même temps un caractère épouvantablement arrogant et favorable aux très riches, même quand il insulte les chômeurs, quand il insulte les ouvrières de GAD, etc., etc. Mais enfin quand même, l'enjeu de l'élection, c'est pas le caractère de Mélenchon. Sinon, on peut en parler.
Moi, je veux bien qu'on parle de la colère de Jean-Luc Mélenchon parfois. Mais la colère des gilets jaunes, la colère des salariés qui font grève pour augmenter un peu leur salaire quand on leur refuse tant et tant, et que le patron vient chipoter pour 0,3%. La colère devant la guerre en Europe, vous voudriez quoi? Qu'on soit insensible? Qu'on regarde l'air gêné? Enfin, si vous voulez des hypocrites, votez pour les autres, il y en a un paquet. Mais quand vous en avez un qui dit ce qu'il pense, vous n'êtes pas le lui reprocher. Vous ne pouvez pas à la fois dire les politiques font de la langue de bois, c'est tous les mêmes, et quand il y en a un qui n'est pas comme les autres, lui dire ah bah c'est un problème, il faudrait choisir quand même. Un peu de cohérence à minima. Je le dis parce qu'on entend aussi souvent, moi j'aime bien le programme de Mélenchon, mais j'aime pas le candidat. Mais je vais vous dire, Clémence a un immense mérite et je ne veux pas lui enlever ce mérite. Mais sans Mélenchon, il n'y a pas le programme de Mélenchon. Pourquoi? Parce que c'est un travail depuis des années pour faire converger la question sociale, la question écologique, la question démocratique, la question de la place de la France dans le monde. Bien sûr, il ne l'a pas fait tout seul et nos députés, notamment Adrien, ont fait ce travail admirable aussi. Mais enfin quand même, cette synthèse intellectuelle, cette mise en perspective, il y a quand même contribué, non, notre candidat? Vous ne croyez pas? Bon. Alors voilà, je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence des Français. Quand vous avez le risque de guerre, quand vous avez le changement climatique, quand vous avez la situation sociale que nous avons, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va clairement. Et avec tout le travail qui a été fait, avec le programme que nous avons, avec les équipes que nous avons, nous pouvons faire beaucoup de choses pour changer la vie en France. Voilà ce que nous voulons faire. Et je le dis parce qu'encore des fois, on entend « moi j'aime bien tous les insoumis, l'Union populaire », mais vous ne pouviez pas en choisir un autre? Par exemple, je ne sais pas, lui là. Ben déjà, il ne voulait pas. Mais moi, je vais vous dire, mais si vous aimez beaucoup Adrien Quatennens, si vous aimez beaucoup François Ruffin, si vous aimez beaucoup Clémentine Autain, si vous aimez beaucoup Clémence Guettet, au point de vouloir qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, bah commencez déjà par en faire des ministres. Et si vous voulez en faire des ministres, c'est pas Macron qui le fera. C'est pas Zemmour qui le fera. C'est pas Le Pen qui le fera. C'est pas Pécresse qui le fera. C'est Mélenchon et c'est nous tous ensemble qui le ferons pour l'avenir en commun, pour la 6e République. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous portons et voilà pourquoi je suis très fier d'être avec vous ici, dans cette région Pays de la Loire, que je représente comme je peux face à une droite profondément arrogante et à qui je ne serais pas mécontent d'infliger aussi au passage une petite défaite.